bonsoir. Merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. Les 42 compagnies africaines créées de 2000 à 2017 ont disparu. Étaient-elles confrontées à des charges de fonctionnement trop élevées? Air Côte d'Ivoire va-t-elle connaître le même sort? Les responsables de cette compagnie ont tenu une conférence de presse. Nous en parlerons dans ce journal. La police des stupéfiants intensifie la traque des vendeurs et autres consommateurs de drogue. Pour le premier semestre de cette année, 103 fumoirs ont été démantelés et 603 individus arrêtés. Comment mène-t-elle ces opérations sur le terrain? Nous le saurons dans quelques instants. Ailleurs, plus de 680 000 électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui au Gabon pour les législatives et municipales. Ces élections reportées 3 fois sont les premières au plan national depuis la présidentielle de 2016. Merci d'être avec nous pour une demi-heure d'information. Elles étaient certainement confrontées à des charges de fonctionnement trop élevées. Les 42 compagnies aériennes africaines ont disparu de 2000 à 2017. La compagnie Air Côte d'Ivoire connaîtra-t-elle le même sort? Ses responsables étaient récemment face à la presse pour faire le point de leurs activités. On en sait plus avec Justine Seydjiki. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire enregistre des pertes depuis son lancement le 15 janvier 2013, soit 65,5 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. Des pertes dues à l'évolution exponentielle du cours du baril de pétrole, plus de 64% sur les 3 dernières années, et au retard accusé dans le renouvellement de la flotte selon le directeur général de la compagnie. Toutefois, la compagnie aérienne nationale a fait des bons prodigieux. 326,186 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulés en 5 ans, 2,8 millions de passagers transportés en 5 ans, dont 850 000 en 2017, 23 destinations dont 19 régionales et 5 domestiques couvertes, 650 emplois directs et 3 000 indirects, 32 jeunes pilotes formés dont 15 déjà opérationnels et 18 formés à la mécanique aéronautique. Air Côte d'Ivoire génère des richesses dont elle ne jouit pas à cause des charges excessives, des taxes et redevances élevées. Environ 71% des charges de la compagnie échappent à son contrôle. Les taxes et redevances représentent en moyenne 36% de la valeur du billet d'avion. La solution pour rentabiliser les gains de la compagnie, c'est entre autres faire baisser le coût des taxes et travailler en synergie avec les autres compagnies aériennes nationales de la sous-région. Nous devons regarder comment nous pouvons équilibrer les richesses entre les compagnies aériennes et les aéroports. Parce que finalement, nous tirons tous sur la même corde. Nous avons tous le même objectif. Mais nous devons le faire ensemble et pas chacun pour soi, que quelqu'un peut s'enrichir et l'autre meurt. C'est pas possible. Air Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de devenir la compagnie leader de référence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est dotée d'une école de formation de pilotes, d'une école de formation de mécaniciens aéronautiques, a un projet de création d'un hangar de maintenance et envisage les vols long courriers. Les auditeurs internes étaient en conclave à Yamoussoukro. Ils ont réfléchi aux voies et moyens pour garantir la performance des entreprises tout en favorisant l'épanouissement des services d'audit interne. La rencontre a duré 3 jours. Léon Prou. Fernand est auditeur interne au Bénet. Son service détecte les erreurs de fonctionnement et en propose les corrections à l'entreprise. C'est difficile comme tout autre métier, mais avec la diplomatie. La direction générale du Bénet s'appuie souvent sur l'audit pour prendre des décisions. Tant mieux pour le Bénet, sinon l'audit interne dans le tissu économique actuel peine à s'épanouir de l'avis de l'Institut d'audit interne de Côte d'Ivoire. En cause, le positionnement du service dans l'organigramme même des sociétés. Logiquement, dans une organisation, l'audit interne doit être rattaché à qui? Il doit être rattaché au conseil d'administration et rattaché à la direction générale. C'est un double rattachement. Mais dans nos organisations, le constat qu'on fait, c'est que généralement, l'audit interne est rattaché à la direction générale. La direction générale en fait ce qu'elle veut, alors qu'elle devait pouvoir utiliser l'audit interne à atteindre les objectifs. Autre dysfonctionnement, le sous-financement des services, l'inadéquation entre compétences d'audit interne et évolution des normes de pratique du métier. 3 jours pour déceler ces failles, 3 jours aussi pour en trouver les remèdes. Formation des acteurs, financement de l'audit interne, instauration d'un environnement de contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de contrôle.
Cet environnement de contrôle-là doit permettre à l'audit de pouvoir s'exprimer. Et l'environnement de contrôle, c'est qui? C'est le conseil d'administration, c'est la direction générale. Un comité d'audit à qui rapporte l'audit interne. Et ce comité d'audit doit définir avec l'audit interne la mission, doit aider l'audit interne à réaliser les missions. Objectif, épanouissement de l'audit interne, s'en trouveront ainsi maîtriser les risques en entreprise et les objectifs de celle-ci atteints. Au final, performance du tissu économique. La Côte d'Ivoire remporte le concours Génies en herbe OHADA. Pour la finale, le pays était face à la Guinée-Conakry. Cette compétition panafricaine vise la promotion du droit des affaires. Depuis 2008, elle enregistre la participation d'étudiants et professionnels des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Lansine Bakayoko. À cette 10e édition du concours Génies en herbe OHADA, 11 pays s'étaient placés sur la ligne de départ. Mais à l'arrivée, un seul a été déclaré vainqueur. Le vainqueur de cette 10e édition du concours Génie en herbe OHADA est Côte d'Ivoire. En battant la Guinée à cette finale avec 326 points, la Côte d'Ivoire montre sa force sur le plan académique au niveau africain. Des lauriers pour la Côte d'Ivoire, le mérite revient à Daniel Yapo, Deborah Soro et Anderson Olo, nos représentants. La compétition s'est jouée sur 2 phases. La première sous la forme de questions-réponses en relation avec des sujets liés au droit des affaires. La deuxième, une plaidoirie dans un contentieux social entre des partenaires d'affaires. Fier d'être ivoirien, fier d'avoir représenté dignement la Côte d'Ivoire. Mais c'est un plaisir de savoir qu'on a organisé et on a conservé le titre. Pour les lauréats, c'est une victoire de prestige, une victoire tout de même qui revêt une autre symbolique, celle-là beaucoup plus importante. Il y a une image de l'université qui longtemps a fait ressortir que les étudiants sont mal formés. Mais au-delà des aléas, indépendamment de notre volonté, il y a des étudiants qui se cachent dans l'ombre pour faire un travail pur et sortir un produit fini. La Guinée a certes perdu la Grande Guerre, mais elle a pu sauver son honneur en remportant le prix du meilleur plaideur. J'éprouve un sentiment de joie, mais pas de satisfaction totalement, parce que j'étais venue pour honorer ma patrie, pour honorer ma nation. Je suis fière, mais pas à 100%. Le concours Génies en herbe OHADA incite les étudiants, futurs cadres et praticiens à s'approprier davantage le droit des affaires africain. Stages professionnels, bourses d'études, ordinateurs portables, trophées, ouvrages et publications d'articles sont les récompenses attribuées aux super gagnants. La direction de la police des stupéfiants accentue sa traque des vendeurs et autres consommateurs de drogue. 103 fumoirs ont été démantelés et 603 individus arrêtés au cours du premier semestre cette année. Comment mène-t-elle ces opérations sur le terrain? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'offensive contre les dealers? Michel Digré nous donne des réponses. Les gars, ça va pour une mission. Il est 4 heures du matin et préfecture de police d'Abidjan, le commissaire Zobo donne les dernières consignes à ses hommes. L'opération de ce jour vise à traquer des présumés vendeurs de drogue localisés dans certains quartiers du district. On a face à nous une population hostile. Donc il faut aller très tôt pour trouver la cible endormie. Là, vous la réveillez avant que le village ne se réveille. Vous aurez fini votre opération et on quitte les lieux. Après une demi-heure de route, les éléments de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD sont à Yopougon, kilomètre 17. Ils infiltrent la zone de l'opération. La première habitation cible est perquisitionnée. Vous savez pourquoi on est là quand même? Non, c'est non. Bon, on est là pour la drogue, voilà. S'il y a un colis de drogue ici, faites sortir doucement. Du matériel de consommation de drogue est découvert, mais pas de traces de stupéfiants. Les suspects sont tout de même interpellés. Une autre habitation est passée au peigne fin par d'autres agents de la brigade. C'est un joint de cannabis. Ça a déjà été fumé. Le reste. Ici également, pas de stupéfiants, mais tout porte à croire que le suspect s'adonne à la consommation de la drogue. Quand c'est des papiers, ils prennent tout.
conditionner la drogue. Prennent ça, ils mettent du cannabis dedans, ils râpent. Parce qu'ils prennent pour faire le joint, puis ils fument. Voilà. Vous voyez ça chez quelqu'un, il est dedans. L'équipe conduite par le commissaire Zobo aura, elle, beaucoup plus de chance. Une importante quantité de drogue estimée à une dizaine de millions de francs CFA est saisie après une heure de perquisition. C'est une nouvelle forme de drogue. C'est plus dangereux que ce qui est là. Dans le jargon, on appelle ça nerveux. Nerveux? Ouais. Quand nous avons fouillé toutes les chambres, on a trouvé le monsieur propriétaire de la maison. Cette porte a été fermée, il nous a dit que c'est la porte de son fils ou bien de son petit frère qui est en voyage. On lui a demandé d'ouvrir, dit qu'il n'a pas les clés. On a forcé d'ouvrir, il a ouvert. Et nous avons fouillé, dans nos fouilles, nous sommes arrivés jusqu'ici et nous avons découvert ce que vous voyez. Le dealer est mis aux arrêts. Il est 7 h du matin. L'opération est bouclée dans cette zone. Du côté d'Adjamé Roxy, d'autres agents de la DPSD sont aux trousses des vendeurs de produits pharmaceutiques non enregistrés. Et c'est le commissaire Zadi qui mène les opérations. On trouve des stupéfiants dans ces produits-là, dans leurs produits qu'ils vendent à Roxy ici. Parmi les produits pharmaceutiques saisis, le tramadol fait une percée fulgurante. C'est utilisé dans le cas des fortes douleurs, mais les usagers de la drogue utilisent ça à d'autres fins. Les pleurs et lamentations des vendeuses n'auront aucun effet sur la détermination des forces de police. Pendant ce temps, dans le quartier d'Atekoubé, nous retrouvons les hommes du commissaire Zobo, cette fois pour une opération de démantèlement de fumoir. 9 suspects sont interpellés, dont une fille. 10 kg de cannabis saisis. Vous voyez où ils sont entourés de plein de personnes qui connaissent les activités qui se passent là. Mais personne ne peut alerter la police. Ça, c'est une difficulté. On a toujours demandé à la population de nous soutenir, de nous aider. Parce que la drogue, c'est un fléau. Ça détruit les enfants, ça détruit tout le monde. Aujourd'hui, même dans les écoles. La drogue s'enracine dans le milieu scolaire. De janvier à septembre 2018, une quarantaine d'élèves interpellés par la DPSD dans différents établissements sur l'ensemble du territoire national. Mais ici, pas de répression, l'on s'attelle plutôt à couper l'herbe sous le pied des élèves par la sensibilisation. Que ce soit les drogues traditionnelles, cannabis, héroïne et autres qu'on connaissait, mais ils se sont donnés à d'autres types de drogues qui sont les comprimés, qu'on appelle dans notre jargon les psychotropes. Alors au lieu de rester dans notre rôle de répression, la DGA a demandé, nous a instruit de nous rendre dans les écoles, dans chaque école, pour parler aux enfants de tout ce qui est danger lié à la consommation de la drogue. Au cours du premier semestre de l'année 2018, la DPSD a procédé à l'arrestation de plus de 600 suspects et démantelé une centaine de fumoirs. L'offensive s'accentuera tout au long de l'année avec toutes les forces de police pour traquer les vendeurs et autres consommateurs de drogue jusque dans leur dernier retranchement. C'est parti pour la campagne de sensibilisation au cancer du sein. Elle a lieu depuis 3 ans dans le mois d'octobre. Dénommée Octobre Rose, cette campagne vise à mobiliser un maximum de femmes qui deviendront des ambassadrices de la prévention du cancer du sein auprès d'autres femmes. Le lancement officiel était meublé par des témoignages et des séances de dépistage. Didier Nguessan, Salimatou Dia. Octobre Rose, la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein vient d'être lancée. Cette année, les professionnels des médias, les pharmaciens, les coiffeuses et esthéticiennes seront mis à contribution pour sensibiliser les populations. Pour le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, la meilleure prévention reste le dépistage précoce. Tant que le diagnostic sera tardif, il sera toujours difficile de réduire le taux de mortalité. Le développement de réflexes de consultation chez les femmes à partir de 30-35 ans, c'est de cette façon que nous allons pouvoir réduire la mortalité de ce cancer qui est très élevée
Chaque année, 2000 cas de cancer du sein sont détectés en Côte d'Ivoire. La prise en charge du cancer du sein coûte entre 1 600 000 francs CFA et 2 300 000 francs CFA pour 8 cures de chimiothérapie, à raison de 200 à 300 000 francs la cure. Le gouvernement, depuis 2013, mène un effort courageux pour une meilleure prise en charge du cancer. Une unité de scénologie au CHU de Treichville a été inaugurée le 10 septembre 2015 et une deuxième est en cours de finition à l'Institut national de santé publique. Les traitements du cancer du sein, jadis très onéreux, sont désormais accessibles dans les hôpitaux publics, même si c'est encore difficile d'accès pour une certaine population. 2 témoignages de femmes vivant avec le cancer du sein et de proches de victimes ont suscité l'engagement du public sur la nécessité de lutter contre ce tueur silencieux. Ça fait mal souvent quand tu appelles un numéro et puis la voix change au bout du fil. On te dit c'est pas elle, elle est décédée. Mais tu gardes dans ton album un magnifique sourire. Vous n'aurez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir, mais vous pouvez décider de comment vous voulez vivre. L'opération Grand Ménage est à sa 20e édition, dénommée Élection Zéro Déchet. Cette édition a pour but de maintenir en état de propreté les espaces publics après chaque meeting. Le coup d'envoi a été donné dans la commune d'Adjamé. Les commerçants œuvrant dans le secteur de la salubrité ont été sensibilisés au maintien d'un cadre de vie propre et sain. Des actions sont menées pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et la dégradation des forêts. À Yamoussoukro, la coordination nationale du processus RED+, a rencontré les rois et chefs traditionnels. Ils ont été appelés à s'impliquer dans la sauvegarde des forêts. Léon Brou. De 16 millions à son indépendance, la Côte d'Ivoire ne dispose à ce jour que de seulement 3 millions d'hectares de forêt. Révélation du coordonnateur national RED+, comme pour indiquer aux rois et chefs traditionnels l'urgence à reconstituer le couvert forestier. Il s'agit de lutter contre les changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. De cette stratégie nationale adoptée en 2017, le lieutenant-colonel Aoulou fait noter des acquis. Nous avons élaboré et déterminé le niveau d'émission des forêts. Nous avons mis en place un système d'information sur les sauvegardes et un système national de surveillance des forêts. Aujourd'hui, nous avons un géoportail qui nous permet de visualiser le territoire national, qui nous permet d'élaborer la carte d'occupation des sols. Entre autres effets immédiats de la stratégie nationale RED+, toujours selon le coordonnateur, l'adhésion des chocolatiers et le dialogue commun État, privé, société civile pour la sauvegarde des forêts. De quoi susciter la mobilisation des chefs coutumiers. Nos populations, et nous savons qu'elles vont écouter puisqu'elles ne vivent majoritairement que des ressources de nos terres. Et si le climat est perturbé, ils vont aller où? Je pense qu'ils sont déjà disponibles et sensibilisés. Il suffit de renforcer maintenant la sensibilisation pour que ce projet puisse avoir un impact important au niveau de nos populations. RED+ est un mécanisme mondial de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2011 pour 24 millions de dollars financés par l'ONU et la BAD. La présente séance de travail est la deuxième du genre entre la coordination nationale RED+ et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. À Bouaké, les journalistes et professionnels des médias militent pour des élections apaisées le 13 octobre prochain. Ils l'ont exprimé au cours d'une tribune de libre expression dénommée le Café de l'UJB. L'invité du jour, le député de Ouragayo, Bayota, Abel Dioré, s'est prononcé sur plusieurs thématiques relatives à l'actualité. Il a exhorté les différents candidats à la paix pour le rayonnement du pays. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Tribune de libre expression des journalistes et professionnels des médias de l'Est-Vallée du Bandama regroupés au sein de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB. Le Café de l'UJB est une lucane qui permet aux femmes et hommes des médias d'échanger avec les différents acteurs du développement local sur l'actualité socio-économique et politique. Occasion saisie par Abel Dioré,
Invités du deuxième numéro du Café de l'UJB et les responsables de cette union d'exhorter les candidats et les journalistes à la paix en cette période électorale. Les populations sont de plus en plus matures. Elles ne feront qu'entériner les choix qu'elles ont déjà faits. Je lance un appel à tous les candidats pour des campagnes civilisées afin d'aboutir à des élections apaisées. En invitant notre député, l'honorable Abel Djouri, à cette tribune, c'est d'envoyer un message fort à tous les journalistes. C'est d'envoyer un message fort à tous les hommes politiques. Leur dire que nous sommes là pour travailler pour la nation et non pour travailler à la destruction de la Côte d'Ivoire. Les autorités locales ont traduit leur reconnaissance aux journalistes pour leur initiative en les encourageant dans leur démarche. L'Union des journalistes de Bouaké existe. Les Gabonais ont participé ce samedi dans le calme à des élections législatives et municipales, 2 ans après la présidentielle marquée par la violence et la contestation. Plus de 680 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Ces élections reportées 3 fois ont été boycottées par le chef de file de l'opposition Jean Ping, qui se proclame toujours, je cite, président élu. Ici, en Côte d'Ivoire, le canton Guébié est en passe d'amorcer son développement. Grâce au gouvernement, les routes de plusieurs villages ont été profilées. Le chef-lieu de sous-préfecture a été doté d'un château d'eau. Les populations des 7 villages du canton Guébié ont donc traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en leur faveur. Doigt de laser. Routes reprofilées, construction de châteaux d'eau. Voici entre autres les actions de développement entreprises par le gouvernement dans le canton Guébié en faveur des populations. Satisfaits de ces réalisations, les 7 villages du canton Guébié ont rendu un hommage au président de la République. Traduisez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute notre infinie gratitude. Dans un contrat social, tout comme dans l'amour, ce sont les actes qui expriment le mieux les sentiments qu'on a pour un homme, pour une femme, pour un peuple. Et pour les doléances, la réhabilitation des dispensaires de Dalidier, de Niago-Dougno et de Krabalidier s'impose. Le dispensaire de Niago-Dougno a besoin d'une clôture et d'une ambulance. Le bien-être des populations, une priorité du chef de l'État et son gouvernement, a fait savoir le ministre des Transports, Amadou Koné, parrain de la cérémonie. Il a exhorté le peuple guébié au pardon et à la réconciliation pour une paix durable. Grâce au président Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte mieux du point de vue économique. C'est des dizaines de milliers de classes et de centres de santé qu'en seulement 7 ans, le président Ouattara a construit dans le pays. Plusieurs milliers de routes en terre qui ont été soit reprofilées, soit bitumées. Je voudrais dire à toute la population du Guébié, il faut maintenant travailler à semer l'amour dans le cœur des uns et des autres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, entendent tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Guébié, situées dans le département de Gagnoa. Un mot de religion, les fidèles de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux ont célébré le dimanche dernier une messe d'action de grâce. C'était l'occasion pour les personnes ayant effectué le pèlerinage en août dernier à Jérusalem d'exprimer leur reconnaissance à Dieu et au gouvernement. Frédéric Oulaye, Abou Sanougou. Un mois après leur visite en Terre Sainte à Lourdes en France et en Israël, les pèlerins de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux expriment leur reconnaissance à Dieu, aux autorités ivoiriennes, d'où une messe d'action de grâce pour marquer leur dévotion. J'ai effectué ce pèlerinage cette année en Israël, à Jérusalem. Vraiment, j'en garde beaucoup, mais ce qui est plus essentiel, ce Jésus qui a souffert pour nous et dont nous parlons, j'ai touché sa tombe. Et là, alors, je me sens édifié. Je vois vraiment que marcher sur les pas de Jésus me donne désormais cette force d'aller annoncer encore le message divin aux uns et aux autres. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour mon neveu, j'ai prié pour le président de la République et ma famille, tous ceux qui ont la rancœur contre moi, tous ceux que j'avais la rancœur contre eux, tout ça j'ai laissé tomber. Reconnaissance justifiée car ce pèlerinage a été rendu possible en partie grâce aux prises en charge octroyées par l'État ivoirien. Chaque année, le président offre un certain nombre de prises en charge
à ses concitoyens chrétiens pour qu'ils aillent dans les lieux saints pour approfondir leur foi et remercier le Seigneur. Dans son homélie, le père Adning a exhorté pèlerins et fidèles à cultiver l'amour du prochain et la paix. Notons qu'ils étaient une centaine de pèlerins chrétiens catholiques de cette paroisse à prendre part au voyage à Lourdes et à Jérusalem. La ville d'Oumé vient de connaître un événement heureux. La mythique salle de cinéma qui faisait sa fierté dans les années 80 a été réhabilitée. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a procédé à son inauguration. Davis Oyo, Patricia Omoetia. Autrefois, la ville d'Oumé, boucle du café et du cacao, était également une cité cinématographique. Sa salle de cinéma permettait d'éduquer et d'égayer les populations. Après plus de 2 décennies, Adama se souvient du bon vieux temps. Avant, on avait 2 films. On joue un, après ça, on joue l'autre un encore. Il y avait film hindou, Albera, Mangala, beaucoup de scènes vraiment. Vous était bien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé le cinéma. Cet octogénaire, amoureux du cinéma, a transmis le virus à ses proches. À l'exemple de Christian, fils de son meilleur ami, ce dernier a grandi dans l'atmosphère des films du grand écran. On regarde les programmes, quand le programme est intéressant, ah non, c'est pas possible. À l'époque, là, bon, j'étais pas trop grand, mais les films indiens, les films chinois, western, ça nous intéressait beaucoup. Donc j'accompagnais les grands frères au cinéma. Si le cinéma pouvait revenir, prendre sa place de l'ancien temps, vraiment, ça ferait plaisir aux autres. Aujourd'hui, le quotidien des jeunes et des enfants de la ville est meublé des vidéoclubs et de jeux vidéo. Je ne suis jamais allé au cinéma parce qu'il n'y a pas aussi ici. Je ne suis jamais arrivé au cinéma parce que la salle est gâtée. Dans le but de faire découvrir l'univers cinématographique à ses enfants et susciter l'engouement autour des films ivoiriens, la mythique salle de cinéma Yacouba Sylla, vieille de 63 ans, est réhabilitée. Elle devient le centre polyvalent Yacouba Sylla d'Oumé. Ce centre a désormais une capacité de plus de 700 places et capable d'abriter toutes sortes de manifestations culturelles. Une initiative de la famille Yacouba Sylla en mémoire de Cheikh Yacouba Sylla, promoteur de la culture ivoirienne. Il a gardé les salles jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas transformées en magasins. Mais aujourd'hui, voilà la bonne coïncidence grâce à la politique que mène le chef de l'État, qu'applique Monsieur le ministre. Donc la culture reprend sa place. Pour Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, l'inauguration de ce centre est le début d'une série d'ouvertures et de réouvertures des salles de cinéma qui ont disparu depuis les années 90. Les Ivoiriens sortent maintenant. Les Ivoiriens veulent des films ivoiriens. Vous allez voir que quand les films vont venir ici, cette salle va refuser du monde. Et nous avons décidé, avec l'Union des exploitants de salles de Côte d'Ivoire, d'ouvrir progressivement la salle. Nous avons un projet d'ouverture de 10 salles de cinéma, avec des appuis du ministère, de l'État, mais aussi avec des appuis des privés, 4 salles à Abidjan et 6 salles à l'intérieur du pays, pour que nos productions puissent tourner. L'idée pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, au-delà de l'ouverture du centre polyvalent Yacouba Sylla d'Oumé, est de faire du cinéma ivoirien un outil de développement au service de la culture ivoirienne. Les autorités françaises viennent de frapper un grand coup. 30 personnes ont été interpellées depuis juin dans le cadre d'une enquête d'envergure sur le blanchiment d'argent issu de la prostitution nigériane en France. Les autorités estiment qu'entre 2015 et 2018, entre 30 et 50 millions d'euros ont transité de Paris vers le Nigeria. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.